Madame, Messieurs, ma joie est de vous savoir très nombreux et nombreuses pour regarder Congo Market Télévision, mais beaucoup plus cette émission au fond, parce que nous considérons que la République démocratique du Congo est notre pays et que nous sommes Congolais. Le développement de chaque Congolais constitue en soi le développement de la République démocratique du Congo. Nous avons un invité sur ce plateau, c'est un politique et un scientifique à la fois. Nous allons parler avec lui sur le développement de la République démocratique du Congo, mais plus particulièrement le développement du Congolais, parce que le Congolais, c'est lui notre souci. Le souci majeur de Congo Market Télévision, c'est le développement du Congolais. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous appelle Paul Chilumbu. Qui êtes-vous? Moi Paul Chilumbu. Je suis député national. Paul Chilumbu. Je suis pharmacien de formation et professeur d'université à la faculté des sciences pharmaceutiques. Paul Chilumbu, un combattant. Un problématique. Un peu, oui. Il paraît que mon nom laisse insinuer que je suis problématique. Mais être problématique n'est pas toujours péjoratif. Ok. Souvent, vous verrez les gens qui ont de mauvaises habitudes. Chaque fois qu'on veut les remettre sur le bon rail, ils estiment qu'on leur crée des problèmes. Quelqu'un, par exemple, qui est habitué à voler les deniers publics, lorsque vous lui dites que, monsieur, ce n'est pas bon, oh, bon, comprenez, monsieur, vous avez perçu l'argent de 100 moutons, saute mouton, aujourd'hui, les Congolais sont en train de souffrir parce qu'ils ne savent plus circuler, il y a des embouteillages partout, on dit qu'on veut leur créer des problèmes. Donc, si le problème c'est dans ce sens-là, en tout cas, je crois que je continuerai à les créer. Aujourd'hui, vous êtes porte-parole, j'y arrive quand même, de l'UDPS. Comment vous êtes arrivé jusque-là? Non, mais je crois qu'il y a... D'abord, moi, je suis un enfant de la maison. Ok. Moi, j'ai grandi à l'UDPS. Chez moi, à la maison, il y avait l'UDPS. J'avais un oncle paternel, paix à son âme, le président Maloulampan Angela. Ah bon? Oui. C'est un oncle paternel. Et nous, on était encore trop jeunes. On habitait sur Chikapa 22 à Matongé. Matongé. Et à l'époque, dans les années 80, quand ça bouillonnait déjà avec Mobutu et tout ça, souvent il venait chez nous. Quand il vient le soir, on nous enfermait. Oui. Vers là où derrière, non, devant, il y a la Zamba, là où répétait la... Non, non, la Zamba, c'est un peu... Mais non, Carrefour des Jeunes. Oui, Carrefour des Jeunes. Il y a Imprimerie de la Cité, c'est sur Mpozo. L'avenue qui suit, c'est Chikapa. Voilà, A22, c'est un peu quelque part là. Oui. Et chaque fois qu'il venait, on fermait, tout le monde entrait dans la maison, on fermait la maison, on fermait les fenêtres. Enfin, on coupait l'électricité. Non, non, mais parce qu'on devait parler, et Mobutu ne citait jamais son nom à l'époque, nous on l'appelait Kabasela. Alors quand l'oncle venait avec papa, oh Kabasela, voilà, on va faire ceci, Kabasela, Kabasela, Kabasela. Et c'est comme ça que nous avons grandi, c'est comme ça que nous avons connu l'UDPS. Nous avions été dans les structures de base, la cellule, lorsque nous avons quitté Kalamou, nous sommes allés à Massina, j'étais encore trop jeune. On allait se réunir chez le président Mukendi Chichi, paix à son âme aussi, qui était notre président cellulaire. Et nous avons commencé, nous avons appris l'UDPS à la base. Et puis c'est en 2010, quand Jacques Chabani était secrétaire général, que j'ai été nommé, à l'époque, Tshisekedi était encore en vie, le chargé de communication du parti. Je travaillais avec Augustin Kabouya. Kabouya, lui, il était chargé, je crois, de la mobilisation. Il y avait le pharmacien Simon Kalenga, qui était le chef du département. Nous, c'était les sous-départements. Et puis après, j'étais candidat en 2011. Bon, ça n'a pas mal. Oui, j'ai échoué, j'accepte. Même si tout le monde va me dire qu'on avait triché, on avait truqué et tout ça. Bon, ce n'est plus trop crédible cette thèse-là. Okay. Parce que ceux qui ont échoué et ceux qui étaient victimes, finalement tout le monde... Bon, non, on a dit. Et puis j'étais candidat, ça n'a pas marché.
Et puis on est resté dans le parti. Après la mort du feu président Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire, nous sommes allés au Congrès. J'étais d'ailleurs un challenger de l'actuel président. Je voulais devenir aussi président du parti. On s'en souvient bien. On a tenu même un débat contradictoire même à si l'époque. On a dit que c'était une candidature fallacieuse. Non, mais il était le seul candidat. Non, mais c'est faux. C'est faux. Moi, je vous dis, moi, je connais Félix. Félix, c'est pas un tricheur. Sincèrement, il n'est pas dans ce genre de coups, de combines et tout ça. Non, 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 non. J'étais réellement candidat. Effectivement, avant de postuler, je lui ai dit que je serais candidat. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, que le meilleur l'emporte. C'est moi d'ailleurs qui lui ai suggéré l'idée d'un débat contradictoire. Il a dit que je suis d'accord, on va faire le débat contradictoire. Et puis après, les David Moukeba sont venus et ça. Donc, après le congrès, j'avais désisté en faveur, lors du congrès, j'avais désisté en faveur du président Félix parce que à l'époque, j'avais estimé que c'est lui qui remplissait quand même les conditions, qu'il avait tous les atouts pour pouvoir nous amener dans cette guerre qui nous attendait contre Kabila. C'est vrai, dans ce combat-là, parler un bon français ne suffisait pas. C'était un combat qui avait beaucoup d'enjeux. Et je crois qu'à l'époque, d'abord, le président Félix, il avait déjà un carnet d'adresses très fourni. Et puis, sur le plan quand même financier, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient disponibles à le soutenir par rapport à moi. Et j'avais trouvé que c'était bien, non seulement de désister en sa faveur, mais de lui permettre d'avoir une plus grande légitimité au niveau du parti. Parce qu'on ne pouvait pas sortir du parti, on dit que tel est de Chilumbu. Même si tu as échoué, mais si tu as par exemple 30%, lui là, 51%, tu vois un peu. Alors nous avons voulu vraiment lui donner toutes les chances. C'est quand même un modèle de primaire important quand même qu'on devait avoir dans tous les partis politiques. Absolument, absolument. Mais malheureusement, vous savez, la plupart des partis sont les partis des chairman et des autorités morales. Donc quand le chairman a toussé, personne ne peut le contredire. Quand le chairman, l'autorité morale a décidé, même s'il dit mettez-vous en rang, tout le monde s'aligne. Là-bas, il n'y a pas de préséance. On ne va pas dire là-bas que moi, je suis le président du Sénat ou je suis la présidente de l'Assemblée nationale. Non, chez l'autorité morale, tout le monde s'aligne. Contrairement à notre parti, parce que nous avons été dans une autre école, l'école d'Étienne Tshisekedi. Tshisekedi nous a appris à débattre d'abord à l'intérieur du parti. Et nous avons grandi dans ce climat, dans cette atmosphère de débat. Et chez nous, en tout cas, il n'y a pas de sujet tabou. Même déjà, à l'époque, le feu Étienne Tshisekedi lui-même, les combattants le contredisaient. Tout à fait. Et souvent, il faisait des débats avec des combattants, argument contre argument. Donc, nous avons un peu grandi dans ce parti, dans cette ambiance-là. Ce qui fait que, bon, ça ne nous posait aucun problème, même jusqu'à aujourd'hui, quand je ne suis pas d'accord. C'est un peu pour répondre à ceux qui pensent que pourquoi il y a des divergences au sein de l'UDPS. Voilà, mais nous disons... le Parlement pense A et le cadre pense B. Nous avons été dans une école de contradiction, nous avons été dans une école de démocratie, nous avons été dans une école de tolérance. Parce que nous acceptons d'être contredits. Aujourd'hui, le président Jean-Marc Kabound peut être contredit par le dernier des combattants. Pas le cadre. Je dis dans une cellule à Mapé, la Raï là-bas, il dit non, 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 vous êtes tous d'accord, donc c'est comme ça chez nous. Les parlementaires debout, ils sont à travers toute la République. Ils font aussi leurs analyses. Mais est-ce que ça ne dessert pas le parti finalement? Non, ça ne dessert pas le parti parce que nous n'avons pas voulu. Et là, Tshisekedi l'a dit, que l'avenir de ce parti n'est pas entre les mains des pères fondateurs, encore moins entre les mains des cadres. Parce que nous avons vécu tous les partis où les pères fondateurs, où le président était l'autorité suprême, comment ça finissait? On finissait toujours, on débauche le chef du parti et le parti est mort. Parce que le chef lui-même est parti. Oui, j'ai suivi, il y a quelqu'un qui disait voilà, dans un média que, attendez, une fois que Félix quitte le pouvoir, l'UDPS disparaît. Ah, mais c'est faux. Justement, nous l'avons prouvé que le parti vit parce qu'il y a une base. C'est cette base-là qui est le socle sur lequel est assis notre parti. Un parti de masse. Un parti de masse. Un parti où les gens, pas seulement masse comme des moutons,
mais un parti de masse réfléchi, où les gens débattent de la situation du pays, où les gens débattent de la situation du parti, où les gens lèvent même des options quand ils ne sont pas d'accord avec vous, qui que vous soyez, on vous dit que nous ne sommes pas d'accord avec vous. Vous vous souviendrez encore vers les années 90, lorsque, à l'époque, le président Mobutu avait nommé le président Etienne Tshisekedi comme Premier ministre, la base est venue. Il lui a dit, tu ne vas pas travailler avec Mobutu. Et Tshisekedi était obligé de faire marche arrière. La volonté de la base. La volonté de la base. Je dis, là, on parle d'Etienne Tshisekedi, on ne parle pas de Félix ou de Jean-Marc Kabound. Voilà. Nous voulons que tu maintiennes Jean-Marc Kabound, quel que soit tout ce qu'on pouvait lui reprocher. Le président a écouté la base. Et l'histoire de Genève, n'en parlons même pas. La base a refusé que l'UDPS soit à la remorque de Fayoulou. Et vous, tout le monde connaît l'histoire, elle est très récente. Alors, dans un parti comme ça, un parti de masse, un parti où c'est la base qui finalement décide aussi sur les grandes lignes à observer dans le parti, vous arrivez quand même à monter les échelons jusqu'à devenir porte-parole. Qu'est-ce qui vous réjouit aujourd'hui d'avoir fait, qui peut être considéré comme une ligne modèle à suivre pour les jeunes qui sont dans le parti aujourd'hui? Non, mais moi je crois que dans notre parti, comme je disais que c'était toute une école. N'oubliez pas que lors du dialogue, nous avons connu de grandes secousses au parti. Et beaucoup pariaient que c'était fini. Il y avait le départ de Sami Badibanga comme Premier ministre, après le conclave de Kodjo. Oui. Edem Kodjo. Edem Kodjo. Et je crois que c'était un coup dur pour le parti parce que Sami aussi et même pour avait pris... le président du parti. Oui, et Sami avait pris une grande partie. Pas une grande, mais il avait pris quand même une bonne partie. Moi qui vous parle, j'étais très proche de Sami. Donc, à l'époque, si je pouvais lorgner aussi un ministère ou si j'avais envie d'avoir un poste de mandataire, je crois que je pouvais bien en avoir. Mais nous nous sommes dit que tout ce parcours que nous avons fait, ce n'est pas pour venir boire la coupe de la trahison à la fin. Nous avons préféré rester dans notre position avec nos petits moyens que d'aller, comme on dit, aller chez le pharaon en Égypte. Donc, Badibanga était un traître. Mais à l'époque, il avait trahi le parti. Ça, il faut le reconnaître. À l'époque, il déjà pardonné. Il avait, oui, je crois que c'est déjà pardonné du moment où lui-même, peut-être, il a fait plus d'efforts pour se rapprocher du parti. Mais je dis qu'à l'époque, c'était une trahison. Et c'était perçu comme ça. Même Tshisekedi lui-même, il n'était pas content. Et le deuxième coup qui nous a été assommé, c'est par, nous on l'appelait affectueusement le vieux Jack Bauer, Bruno Tshibala. Il est aussi parti. Et d'ailleurs, lui, il avait pour mission de tuer le parti. Il nous a même menacé qu'il va venir prendre le siège là. Il nous a même amené en justice avec l'Oseke, au parquet de Matete, avec les Kaungu et consorts. Donc, nous avons résisté. Pourquoi? Parce qu'on avait un idéal qu'on poursuivait. Si c'était pour l'argent, je vous dis vrai, je ne serais pas à l'UDPS aujourd'hui. Parce qu'il y avait des opportunités qui s'étaient présentées, mais nous nous sommes dit, on ne s'est pas battu pendant toutes ces années pour aujourd'hui succomber à une petite tentation de se promener à une Jeep, je ne sais pas moi, Prado, ou acheter une maison à ma campagne. Ce n'était pas ça le sens de notre combat. Donc nous sommes restés fidèles, non seulement à notre engagement vis-à-vis de notre parti, mais aussi fidèles au président du parti et à la ligne conducteur qui nous menait vers ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc la patience, l'abnégation, le sens de sacrifice, la conviction, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes devenus. Ça c'est noté. Est-ce qu'aujourd'hui, le combattant de l'UDPS, je ne sais même pas s'il faut continuer à l'appeler combattant, parce que le parti est au pouvoir, et le militant de l'UDPS, est-ce que dans votre doctrine, qu'est-ce que vous lui transmettez en termes de capital pour son développement? Qu'est-ce que le militant UDPS a dans sa tête
pour son développement. Il attend quoi de qui pour son développement? Non, mais d'abord le militant. Bon, nous disons combattant parce que nous chantons toujours combattant jusqu'à la mort. Donc, on est d'abord combattant. On combat quoi? On combat les antivaleurs. On combat quoi? On combat les dérives. L'hymne du parti parle toujours des combattants. Oui, et il dit même l'UDPS vaincra, même si on est au pouvoir, mais on croit que le combat continue encore et on n'a pas encore vaincu toutes les antivaleurs que nous avons décriées, les antivaleurs pour lesquelles les pères fondateurs... C'est pour justifier votre hymne qu'il faut finalement changer. Non, on ne le change pas. Ça, c'est historique. Comment on va changer ça? Peut-être le jour où nous serons au paradis, on changera cet hymne. Mais tant que nous serons toujours dans ce contexte ici, où il y a toujours des pesanteurs négatives qui veulent vous tirer vers le bas, alors que vous voulez monter vers le haut, je crois que cet hymne a toujours son sens. Toujours dans le futur. A toujours son sens. Et le combattant est toujours là pour justement veiller. Parce que si le combattant ne veillait pas, même le pouvoir de Tshisekedi ici sera en ballottage. Vous dites quoi aux militants, aux combattants finalement? Vous leur dites quoi? Nous leur disons ceci, comme nous disait Tshisekedi. La première chose, c'est l'amour du Congo et l'amour des Congolais. C'est ça, c'est vague. C'est vague ça. Parce que même le président, quand on lui pose la question, c'est quoi votre mot le plus chéri, il parle amour. C'est trop vague. Non, ce n'est pas vague. Quand tu dis que l'amour, c'est un mot vague, alors Christ lui-même était vague. Oui, parce qu'on lui a demandé quel est le plus grand commandement, il vous dit... Non, mais attendez, l'amour de son pays, ça veut dire... Mais l'amour... Non, je parle de l'amour du Congo. Ça, tu ne vas pas parler de cet amour-là dans les flats. J'ai dit, j'y arrive. L'amour du Congo d'abord. Okay. Celui qui aime son pays ne peut pas bouffer l'argent des sortes de moutons. Oui, parce qu'il l'aime. Non, j'ai dit aimer son pays. Et aimer ses compatriotes. Il aime le Congo, il prend d'abord le bien-être du Congo et du Congolais. Il le met au devant de toute autre considération. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. On nous a appris l'état de droit. Nous voulons un état où tout le monde est justiciable. Nous avons grandi dans ce pays, dans un pays où il y avait des intouchables, en commençant depuis l'époque de Mobutu. Même quand vous bloquez une municipalité pendant 2 semaines, fermée, ça ne fonctionne pas. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous savez de quoi je parle? Oui. Et, une municipalité fermée depuis 2 semaines, le bourgmestre ne s'est pas entré. J'ai dit ceci. L'état de droit. Non, j'ai dit ceci. L'état de droit doit commencer par notre propre maison. Ok. Si réellement, ce sont les militants de l'UDPS qui ont bloqué cette municipalité pour qu'elle ne fonctionne pas en violation des lois de la République, ceux qui les laissent faire doivent être appréhendés. C'est dur, mais c'est ça l'état de droit. On ne peut pas se dire, d'un côté, on veut un état de droit, et de l'autre côté, on a des hommes forts qui peuvent agir comme ils veulent, comme si on était dans une jungle. L'UDPS n'approuve pas. Je dis, moi, je n'approuve pas cela. Je dis, si c'est prouvé. La maison communale. Je dis, si c'est prouvé, je n'approuve pas et je n'approuverai jamais. Ça, c'est le porte-parole de l'UDPS. Oui, je n'approuverai jamais. C'est le désordre. Il faut que les autorités, même s'ils ont des revendications à faire, ce n'est pas en allant sceller une commune. Ah non. Même si lui-même, Gentilly, on a beaucoup de choses à lui reprocher parce que vous vous souviendrez que sa décision-là a été annulée par le VPM chargé de l'intérieur. Vous vous souviendrez que l'Assemblée provinciale de Kinshasa, par la bouche de son président, avait dit que cette décision du gouverneur violait les lois de la République. Ça veut dire que nous avons encore une route, un chemin à parcourir. Mais nous qui militons, nous qui nous sommes battus pour que nous ayons un état de droit, on ne va pas supporter, parce que ce sont des combattants de l'UDPS, qu'ils peuvent violer les lois de la République sous n'importe quel prétexte. Ce n'est pas admissible. Je suis clair.
Très clair. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour que l'homme congolais change? Est-ce que c'est seulement la loi? Il faut la loi, l'état des droits, comme vous dites, ou il faut autre chose quand on sait que même ceux qui sont censés faire appliquer la loi se rendent coupables d'actes de violation de la loi? Qu'est-ce qu'il faut finalement pour que l'homme congolais change? Oui. Mais vous allez m'excuser, je vais beaucoup revenir sur le propos d'Etienne Tshisekedi. Non, mais je vous en prie, c'est mon modèle. C'est votre modèle. Tshisekedi disait toujours que la première chose, c'est de moraliser cette classe politique. Ça veut dire qu'elle était immorale. Ah bon? Qu'elle était immorale. Les gens ne se gênent pas. Aujourd'hui, Et immoral à partir de quelle période? Parce que lui-même, oui, il a fait partie de ceux qui ont géré ce pays. Non. Et si vous avez des preuves qu'il a été immoral, vous pouvez les brandir. Non, j'ai dit le pays où les politiques congolais, l'homme politique congolais est tombé dans l'immoralité à partir de quel moment? Il est entré dans l'opposition justement contre Mobutu à l'époque. Et quand on dit Mobutu, il faut le mettre dans le contexte de la guerre froide. Le tout-puissant, je dis bien, le Mobutu pouvait vous zigouiller tous ici et personne ne va parler. Il pouvait le faire. Mais les 13 parlementaires, ils ont accepté. Oyekoya Eya, parce qu'ils voyaient l'intérêt de notre population. Ils voyaient les dérives du régime Mobutu. Mobutu ici, tout le monde connaît l'anecdote Yibandambu, Bombandambu, Koyibanyon sauté. N'est-ce pas? Et à l'époque de Mobutu, Kop Mouyibi, c'était quelque chose de normal. C'était quelque chose de normal. Donc tu travailles à la DGDA, à l'OFIDA. À l'OFIDA, non, il l'a jamais dit. Il l'a jamais dit. Et puis ces propos-là, il n'y a que les gens de Fayoul ou de Lamoka qui peuvent dire ça. Parce que tout le monde a suivi le président, c'était en direct. Il a dit que ce sont des habitudes qui se sont ancrées dans notre population pendant longtemps et que lui va combattre. Est-ce qu'il n'était pas clair? Il faut des interprètes et vous allez voir les gesticulations de nos amis de la Mouka qui disent que oh, le président lui-même, le président lui-même. Oui, mais parce qu'on les a suivis. Un Congolais normal a suivi le président de la République, il va répéter ce qu'il a dit. Ce sont les gens de la Mouka qui sont habitués à mentir. Ok, revenons. Moralisation de la moralisation de la classe politique. Il faut la moraliser. Pas nécessairement avec le fouet. Mais il faut commencer par sensibiliser. Et je crois que c'est ce que si tu as suivi la démarche du président Félix Tshisekedi, il a commencé par dire « changeons ensemble ». Il y a des mauvaises habitudes. Je sais qu'il y a ces habitudes sont collées à la peau de plusieurs d'entre nous. Mais nous ne construirons pas le Congo de demain si nous n'arrivons pas à nous transformer d'abord nous-mêmes. Mais comme l'homme est toujours récalcitrant. Vous avez fait quelque chose et il vous a repris? Non, 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 non. Moi, je n'ai jamais fait quelque chose et j'ai été repris. Peut-être le président Félix, oui. Mais le président Etienne, non. Vous avez assisté à une fois comme ça où il a repris des gens? Non, personnellement, souvent quand j'allais voir le président Tshisekedi, c'était pour discuter des choses sérieuses. Et souvent, il nous recevait. Si vous allez, il me reçoit seul dans son bureau. Et moi, j'allais par exemple dire que président, sur tel aspect de choses, moi je crois que je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà, moi je pense que ça pouvait se faire comme ça, comme ça, comme ça. Non, mais pourquoi tu dis ça? Vous avez un cas? Mais non, je vais vous prendre un exemple. Je suis assis, j'étais chez moi, il y a le professeur Fwamba, il est en vie. Oui. Le professeur Fwamba de la faculté de droit. Il m'appelle. Il me dit, non, prof, comment ça va? Moi je dis, ça va bien. Il me dit, non, on a tenté de voir le président Tshisekedi, on a tout fait, on n'arrive pas à avoir un rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous aider? Moi, je dis oui, je peux essayer. Ils étaient à 4. Il y avait le prof Fwamba, il y avait le prof Kamate, il y avait Fwamba, Kamate, il y avait un autre prof, il était du Palou, il était secrétaire, on l'avait arrêté un moment là, il était secrétaire général du gouvernement, à l'époque de Mouzitou, quelque chose comme ça. J'ai oublié son nom. Et puis il y avait le prof Fwamba. Je me suis battu avec le protocole du président. Finalement, j'ai pu arracher un rendez-vous.
Et leur problème, c'était quoi? Qu'après les élections de 2011, le pays était bloqué, le pays était paralysé. Avec le président Tshisekedi, avec son discours de l'impérium, il y avait des sanctions contre Kabila et tout ça, le pays n'avançait pas. Ils avaient déjà consulté les autres leaders politiques. Ils ont parlé avec eux parce qu'eux, ils voulaient qu'il y ait un dialogue et tout ça. Et ils voulaient discuter aussi avec le président Tshisekedi. J'ai pris un rendez-vous. Nous sommes allés avec les 4 professeurs, moi y compris. C'est moi qui étais le chef de la délégation. J'ai présenté les différents professeurs et puis j'ai dit qu'eux-mêmes livrent leur message au président. Moi, j'étais assis. Ils ont parlé. À l'époque, le régime de Kabila faisait la propagande selon laquelle Tshisekedi est malade, on l'a mené au CNPP, il était devenu fou quand il parlait des histoires d'impérium et tout ça. Alors, le chef de la délégation, il a parlé. Il a parlé au moins pendant 30 minutes. Etienne était là, il n'écrivait pas, il ne prenait pas note. Il était en train de les regarder. Et puis quand il a fini, les autres profs l'ont complété. Et puis, ils ont fini, il dit d'accord. C'est ce jour-là que j'ai vécu Etienne comme ça, en train de parler maintenant science, en train de parler droit. Parce que là, il y avait des... J'ai cité leur nom. Oui. Il y avait Fouamba, c'est un grand juriste, il est prof à la faculté de droit. Il est là, il est en vie. Il y a le prof Kamate, c'est un communicologue. Il enseigne à la faculté de je crois, sciences de communication ou sciences sociales, je ne sais pas comment vous appelez ça. Etienne, d'abord, il résume tout ce qu'ils ont dit en 5 points. Il dit, voilà, je vous ai suivi. Je peux résumer ce que vous venez de me dire en 5 points. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, cinquième point. Vous êtes d'accord? Tous disent oui, nous sommes d'accord. Il commence à répondre point par point, avec des arguments de droit. Et c'est la première fois que j'étais étonné. Ces brillants professeurs qui étaient venus pour convaincre Tshisekedi, ils ont commencé à applaudir. Sphinx! J'ai dit non, ça c'est pas possible. Je vous dis, j'ai cité le nom des professeurs, ils sont en vie. Ok. Ils ont commencé à applaudir. Tshisekedi a commencé à répondre. Il commence à donner des théories de droit et tous les juristes qui étaient là secouaient les têtes. Et on a fini. À la fin, il leur donne même un devoir à domicile. Et il les encourage, il dit, je vous attends la semaine prochaine. Voilà votre responsabilité. Voilà ce que vit notre pays. Voilà votre responsabilité. Et j'attends de vous ça. Etienne Azaï mystique. Et c'est pourquoi vous l'appelez moi. On sort. J'ai dit ceci. On sort. Ah, le nom du professeur, j'ai oublié. Il était du Palou. J'ai oublié. Il dit ceci. Quand on arrive dehors, il dit, je rencontrais le sphinx de Limete. Cet homme, voilà l'homme qui mérite d'être notre président. Je ne vais pas dire de faire le commentaire qu'il avait fait pour le Palou. Mais il dit, c'est le plus beau jour de sa vie. Ce jour-là. Il a dit, c'est le plus beau jour de sa vie. Nous avons quitté Limete, nous sommes allés en face de la Fikine, là on fait... Tu es fier? Non, mais c'est mon président. Je vous dis, il ne parlait pas avec... Parce que quand on dit le combattant, le parlement... Non, je dis, il était en face des hommes de science. Il y avait des juristes, il y avait des communicologues. Ils étaient là devant Etienne. Débat. Eux-mêmes ont commencé à applaudir. Les sphinx, les sphinx, les sphinx. Et maintenant, quand on arrive vers Sipayotte là-bas, en face de la Fikine, il se réveille quand même. Il s'est dit non, c'est pas possible. Nous sommes allés pour convaincre les vieux. Mais au lieu de les convaincre, nous sortons de là même avec un devoir. Tu comprends? C'est juste une anecdote. Ça vraiment, je n'ai jamais oublié. C'était formidable. Et j'ai vécu Tshisekedi. Là, il ne parlait pas des histoires, il parlait en lingala, il tâtonne. Non. Là, il parlait maintenant science. Là, c'était un docteur qui parlait. Oui, c'était un docteur.
Et tout le monde qui était là, unanimement, applaudissait. Parce qu'il donnait la matière. Ok. Et le Congolais, il attend quand même beaucoup d'avoir une ligne à suivre pour le changement. Je ne sais pas, tout le monde parle changement aujourd'hui. Vous avez dit, le Sphinx lui-même le disait, il faut le changement. Aujourd'hui, tous parlent changement. Mais quel est le grand défi, le défi majeur finalement du développement du Congolais? Quel est le défi que nous devons relever? Le plus grand défi de notre pays, c'est la justice. C'est la justice. Et comme la Bible le dit, seule la justice élève une nation. Mais une nation s'élève par sa population. Vous comprenez? Vous savez, l'homme, humainement, a toujours quelque chose de mauvais en lui. L'homme a toujours tendance à tricher un peu. Non, mais il y a un philosophe qui a dit le contraire. L'homme est né bon. Non, 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 non. L'homme là dont il parle là, est bon, mais c'est la nature qui le rend l'homme dont il parle là, c'est au paradis. Moi, je parle de l'homme sur terre. Parce que l'homme là, même dans nos sociétés ancestrales, vous allez trouver qu'il y avait toujours un code d'éthique, un code de morale. On vous dit par exemple, vous les Balouba, cette femme au moins n'est Chibaou. Parce qu'on n'accepte pas chez nous que tu es une femme mariée et que tu ailles voir ailleurs. La femme qui faisait ça était punie. Et toute la communauté savait qu'une femme mariée ne peut pas faire ça. Le grand défi ici chez nous, ce n'est même pas chez nous seulement, c'est dans toutes les sociétés du monde. Le vrai problème, c'est qu'il y a des sociétés qui sont déjà très avancées, où leur justice n'est pas trop inféodée par la politique, la corruption. Et là, je vous dis, nous avons encore du chemin à faire. Il faudrait que la justice soit... La justice soit dissuasive. La justice soit... Ça, c'est un autre débat. La justice doit être dissuasive. Si moi, je viens, je prends un engagement avec vous, et je suis conscient que si je n'honore pas cet engagement, on va nous départager et j'ai tort, je crois que ça sera déjà le premier pas vers le changement. Il faudrait absolument que cette justice, c'est elle qui va le mieux moraliser notre société. Donc ça, c'est la philosophie les politiques. Oui, mais quand il parlait de l'état de droit, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on n'a pas une justice à plusieurs vitesses. Une justice pour brimer les faibles alors que les plus forts sont protégés. Vous savez combien de criminels en cravate, à col blanc, cravate qu'on a dans ce pays? Ceux qui ont détruit ce pays, ce ne sont pas les minables papas, les minables fonctionnaires là. Même si parce que eux, lui, non, non, il faut pas faire des affirmations gratuites. L'UDPS n'est pas trempé dans ça. Je vous dis c'est que l'opinion dit dans la rue. Vous êtes un journaliste, parlez des faits. Il faut pas apporter les rumeurs. Il faut pas apporter les rumeurs de Facebook ici. Pas les rumeurs. Moi, j'aimerais que vous parliez des faits. Voilà tel fait l'UDPS est trempé. Voilà tel fait l'UDPS est trempé. Et pourquoi le président? Et on va. Je dis ceci, mais c'est pas l'UDPS qui gère la présidence. Si on dit l'audit, parce qu'il y a des soupçons, auditer ne veut pas dire qu'on vise la tête de quelqu'un, ou nécessairement, on va trouver, c'est une question de transparence. C'est vous qui êtes majoritaire. Je dis ceci, c'est une... Ah, papa, le régime de Kabila ici a engagé combien de gens? Mais quand on cherchait la tête de qui? Hein? Allez-y. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Donc, Tshisekedi dit mauvais chef. Non, mais il a fait quoi? Qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est ça que les sondages... Non, j'ai dit... Ah, il voilà. ne dispose pas vous allez du coq à l'âne. Non, mais il n'y a pas du coq à l'âne. Il y a du coq à l'âne. Attends, vous dites ceci. Attends. Qu'on aille doucement. Ok, allons doucement. Vous avez affirmé ici que l'UDPS est trempé dans la corruption et le détournement. Ok. Je demande, donne-moi les faits. Les faits,
Les faits, attends. L'audit demandé par le président dans son cabinet. Quand on demande l'audit, ce n'est pas un fait. Dans toute société. Je dis bien dans toute société structurée moderne, chaque année on audite. Chaque année on audite. Donc ça n'a rien à voir avec la corruption, les présomptions de corruption. Non, 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 non. Il faut se nous attention à ce que vous dites. Hein. Oui, je sais ce que je dis. Rien à voir avec... Je sais ce que je dis. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas, on ne soupçonne pas quelqu'un particulièrement. Si lui-même, le chef, accepte d'être audité lui-même, ça veut dire qu'il se soupçonne lui-même? Non. Il veut que tout le monde comprenne que nous allons gérer cette République en toute transparence. Donc il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Alors que ceux qui ont peur, mon cher ami, que vous compreniez, que votre place n'est pas à côté de vous. Non, mais parce qu'on nous dit qu'il retourne 163 000 $ au trésor public pour ses voyages, même s'il ne dit pas combien il avait perçu pour ce voyage-là. Mais ces données-là sont... Toi, vous êtes un journaliste. Allez à la Banque centrale. Ces données-là, ce ne sont pas des données secrètes. Le problème avec le Congolais paresseux, il veut qu'on vienne tout lui donner sur la table. Vous aimez vous appeler des journalistes d'investigation, non? N'est-ce pas? Mais allez là-bas. Les données sont disponibles. Allez prendre les données. Que les portes soient ouvertes. Je dis ceci, les données... Tous les jours, vous êtes député, tous les jours, nous crions sur l'accès aux sources d'information dans ce pays. La loi sur l'accès aux sources d'information. J'espère que vous allez le faire. Les données sont disponibles, mais pour les 163 000 qu'on a remis là, vous êtes au courant. Oui, mais parce que ça, vous nous avez dit. Non, non, personne n'a dit. Tshisekedi n'a jamais parlé de ça. Donc, nous parlons justement du modèle qu'il faut aujourd'hui pour que finalement le Congolais trouve la voie du développement. Vous nous avez parlé de la justice qui a été prônée par le Sphinx Etienne Tshisekedi du Amulumba d'heureuse mémoire et qu'aujourd'hui vous prenez comme cheval de bataille avec cette promesse de campagne de Félix Tshisekedi, la restauration d'un état de droit. Oui. Alors moi j'aimerais savoir quelle est la place que l'UDPS donne à l'éducation, parce qu'on voit le président de la République s'évertuer pour la gratuité de l'enseignement. Est-ce que c'est aussi l'un des canaux par lesquels vous pensez que l'homme congolais pourra changer? Oui, mais absolument. Vous savez, nos adversaires, dans leur stratégie pour détruire l'homme congolais, il fallait commencer par détruire l'éducation. Je vous dis, j'ai dit, regardez, moi je suis enseignant, mais je vous dis que des fois, si vous prenez une copie d'un étudiant qui vient d'entrer à l'université, pour corriger, il faut tourner ça dans tous les sens. Vous dites, est-ce qu'il a écrit en arabe ou bien il a écrit dans quelle langue? Nous avons un sérieux problème. Ça, c'est au niveau de la qualité. Mais il y a aussi au niveau de l'accessibilité. Doucement. D'abord, au niveau de la qualité. Le problème se trouve du côté de l'enseigné ou de l'enseignant? Le problème, il est d'abord global. C'est-à-dire que la responsabilité commence à partir de la maison, va jusqu'à l'école. Parce que je crois que le premier éducateur de l'enfant, c'est d'abord les parents. L'éducation commence avant même que l'enfant... Même si lui n'a pas étudié. J'ai dit, oui, nos parents n'avaient pas étudié, mais ils avaient des valeurs. La morale n'est pas toujours une question d'instruction. Vous allez dans les sociétés où les gens ont beaucoup étudié, on vous dit que maintenant, les mariages pour tous. Donc moi, je peux t'épouser comme tu es là, Kalim. Tu comprends? C'est qui n'arrivera pas dans ce monde. Tu comprends? Alors que c'était une abomination au niveau de nos ancêtres. Et vous allez, même quand vous allez lire la Bible, vous allez trouver que même Dieu condamnait déjà à l'époque cette abomination. Il a même brûlé Sodome et Gomorrhe pour ça. Vous comprenez? Alors je dis que l'éducation commence à la maison. C'est à la maison on apprend à l'enfant qu'on appelle papa, on appelle maman, on appelle yaya. Chez nous, on nous disait toujours toute. Ton grand frère c'est toute. Ta grande soeur c'est yaya. Un enfant ne peut pas insulter son grand frère, ne peut pas insulter. Ça commence à la maison. Maintenant, lorsque vous allez à l'école, c'est plus pour l'instruction.
Mais il y a aussi l'éducation. C'est plus pour l'instruction. C'est là où maintenant, il y a problème. Quelle est la qualité de l'enseignant que nous avons? Comment est pris en charge cet enseignant pour qu'il vienne chaque matin instruire nos enfants? Est-ce qu'un enseignant à qui vous remettez 40 000 francs par mois peut-il faire son travail avec conscience et dévouement? C'est là où il y a la responsabilité de l'État maintenant. Tout ça, c'est parce que vous avez donné 210 $ aujourd'hui. Non, on a déjà 400 000, papa. Il ne faut pas falsifier les chiffres. Le dernier, il a J'ai dit, vous dites le dernier, oui. Le premier, il a combien? Mais il faut tout dire. Parce que pour critiquer, vous critiquez facilement, mais il faut dire que Fachi, oui, 210 $. Vous savez ce que c'est 210 $ dans ce pays? Quelqu'un qui touchait 30 000 francs, 30 000 francs en dollars, donc il touchait moins de 20 $. On multiplie par 10 son salaire. Mais ça, vous devez chanter ça sur vos chaînes de télévision chaque jour. Aucun autre président l'a fait dans ce pays. Qu'est-ce que ça a comme implication sur la... Mais justement, ça, c'est d'abord la prise de conscience. Pourquoi on a voulu que l'enseignement soit gratuit? D'abord, pour permettre l'accessibilité au plus grand nombre. On ne veut plus voir des enfants qu'on taxe des sorciers dans les églises chaque jour. Même ça même dans les pays occidentaux. Les enfants sorciers, vous trouvez 4 millions d'enfants, 4 millions d'enfants en France sorciers. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous voulez seulement parler de 4 millions. J'ai dit, mais ce sont les 4 millions qu'on a envoyés à l'école. J'ai dit seulement ceci. Okay. Vous avez des chèques partout, à travers toute la ville. C'est un problème. Ces enfants-là doivent aller. Parce que l'avenir de demain, ce sont ces enfants-là. Si vous voulez construire le Congo de demain, il faut que... Parce que sinon, ces enfants-là deviendront une bombe à retardement. Ça va nous imploser en pleine figure. On ne saura pas les gérer. Et lorsque Tshisekedi dit que ce que les autres, même les gens qu'on disait que ce sont des expérimentés, les savants, les intelligents, n'ont pas pu faire, Tshisekedi l'a fait. Il a promis qu'il va améliorer les conditions de vie des enseignants. Il est en train de le faire. Il a trouvé plus de 130 000 non payés. Il les a payés. Il y a des nouvelles unités qu'on va commencer à payer au mois de mars ou le mois d'avril. Ça, c'est Tshisekedi. Vous comprenez? Oui, mais il faut comprendre aussi, il faut circonscrire maintenant le contexte dans lequel il a trouvé le pays et l'effort qu'il est en train de fournir. Vous n'aimiez pas entendre ça quand Kabila disait ça? On n'aimait pas quand Kabila disait que quoi? J'ai trouvé le pays de Chikété, et voilà, il n'y avait pas d'armée. Kabila a fait sa part, mais ça n'a pas justifié toutes les déviations qu'il a faites. Et le nombre d'années. Et le nombre d'années. Et le nombre d'années. On ne peut pas dire que tout ce que Kabila avait fait était mauvais, non. Mais le problème, c'est quand il y a des rives maintenant, les gens se focalisent sur les défauts que sur les qualités. Si Kabila, on arrivait par exemple en 2016, il organisait les élections, il quittait le pouvoir, mais il allait sortir par la grande porte. Il a voulu qu'on l'amène à la Senko là-bas, qu'on commence à faire des marches ici, qu'il y ait des Rossi Mukendi, des Kapangala, des Serge, on a brûlé des gars. Alors, vous voulez qu'on l'applaudisse pour ça? Non. Non. Bon, c'est déjà oublié, c'est un partenaire de l'alternance pour vous. C'est pas oublié, monsieur. La mort des gens, on n'oublie pas comme ça. Il ne faut pas dire, c'est pas oublié. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. Ok. Et il ne faut jamais oublier quelqu'un qui a tué votre enfant. Vous pouvez lui pardonner parce que Dieu veut qu'on pardonne. Mais oublier, c'est impossible. Ça vous fait allusion au président à l'intérim de votre parti? Quel président d'intérim? Jean-Marc Aboun qui a perdu son fils. Il a perdu son fils comment? Mais pourquoi vous voulez stigmatiser Jean-Marc? Non, mais pourquoi c'est un problème personnel? Quelqu'un, on a tué son fils. On a tué son fils. J'ai pas de preuves qu'on a tué son fils. Je sais que son fils était mort à la maison. En tout cas, si ma mémoire est bonne, je ne me souviens pas qu'il a été abattu pendant une marche de combattants. Ok. Voilà. D'accord.
Le temps court tellement vite que je me demande si on va tout dire, impossible d'ailleurs de tout dire. Mais finalement, le président de la République, aujourd'hui, on dit qu'il n'a pas des atouts pour mettre le Congo sur les rails. Les Congolais attendent beaucoup de lui. Je suivais une dame qui disait il n'a pas tous les atouts pour mettre le Congo finalement sur les rails. Je termine ma question. Vous allez répondre. Je suivais une dame qui disait Nalandi président de la télévision, j'entends des combattants, des militants de l'UDPS qui disent qu'ils ne se retrouvent pas. Finalement, qu'est-ce qui se passe? À quand l'impio dit dans nos assiettes? À quand du pain en abondance pour les Congolais? À quand le riz en abondance pour les Congolais? D'accord. Vous avez fini? Je peux répondre? D'accord. Vous savez, c'est un problème de dialectique. Un problème d'une logique. OK? Le président, il arrive au pouvoir. Il trouve un peu d'argent. Il se donne des priorités. La première priorité, c'est l'éducation. On était en train d'en parler, vous m'avez coupé, vous êtes allé à une autre question. La deuxième priorité, c'est la sécurité. Nous avons perdu autant de millions de morts à l'est du pays. C'était ça, le des principaux défis d'abord, que Tshisekedi s'était donné l'an 1 de son pouvoir. Voilà. Enseignement, gratuité de l'enseignement. Et ça, il a dit, même s'il faut qu'on vende nos vestes, nous allons les vendre pour que les enfants étudient dans ce pays. Tous les experts sont venus lui dire que non, vous savez, Matata n'a pas pu faire ça, vous aurez, Matata c'est un ça. Il a dit, on va faire ça. Même si vous n'avez pas voulu qu'on touche à vos émoluments à l'Assemblée nationale. Quels émoluments? Oui, mais votre salaire, on vous a dit, on vous paye très cher, qu'on prenne un peu d'argent, on rajoute chez d'autres Congolais. Parce que là, vous faites la démagogie. Vous avez plus de 6 000 $, alors qu'un enseignant, il a 210 $. C'est beaucoup trop pour vous. 6 000 $. Moi-même, si vous dites qu'on nous paye 600 $, comme c'est ça votre souhait, n'est-ce pas? Et vous verrez la qualité du travail. C'est le souhait des Congolais à redistribution des biens de l'État. La redistribution des biens de l'État, c'est par rapport à chaque catégorie. OK? Il y a des Congolais qui touchent 200, il y a des professeurs d'université d'ailleurs qui touchent 2000, et les taux, il y a eu des évaluations, ils sont à 1500 maintenant avec l'IPR, ils sont à 1000, il y a des problèmes là-bas et tout ça. Mais laissez-moi terminer ce que je disais, c'était plus important. Il avait deux grands défis. Il y avait la gratuité de l'enseignement qui demandait par an une mobilisation de plus de 2 milliards de $. Pratiquement la moitié du budget qu'a laissé le gouvernement de Kabila. Il y avait la question de la sécurité à l'Est. Vous êtes sans ignorer que Tshisekedi, quand il est arrivé, il y avait autour de 11 000 militaires à l'Est. N'est-ce pas? Et les tueries continuaient. Et il a amené à 22 000. À 23 000. 23 000. Est-ce que si vous regardez dans le budget passé là, c'était prévu? Ça, ce sont des dépenses de souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, si le Congo est attaqué, par exemple, par un pays voisin, vous n'allez pas dire qu'on ne va pas faire la guerre parce qu'il y a l'argent, parce qu'on doit manger, parce que non. C'est ce qu'on appelle l'effort de guerre. Donc, à un moment donné, nous tous nous comprenons qu'il y a un sacrifice à faire. Mais ce sacrifice ne doit pas être seulement dans une certaine catégorie des Congolais, mais il faut que nous tous, même députés, ministres, sénateurs et tout ça, que nous puissions consentir à se sacrifier pour que nous ne perdions pas ce pays. L'argent qu'on dépense chaque jour au front là-bas, c'est beaucoup d'argent. En termes de munitions, carburant, santé, parce que le militaire qui est au front, il doit manger, il doit, parce que l'occupant, tout ce que tu avais mangé le matin, c'est fini. Il faut que ces gens... Donc, il y a des moyens qu'il faut mobiliser. Et c'est ce que Tshisekedi a fait. Lorsque on finit
la gratuité. Lorsque on pacifie l'Est, on s'attaque. Parce que déjà, vous savez, il a déjà dit, cette année, il faut qu'on trouve encore l'argent pour la santé pour tous. Vous, peut-être vous n'avez pas connu la carte des endroits. Vous avez connu la carte des endroits. C'est pas moi qui pose des questions. Donc nos parents... un peu... Voilà. Profiter de mon grand-père. Voilà. Mais maintenant, là, nous avons encore un autre grand projet pour permettre l'accessibilité aux soins de santé à tous les Congolais. Ça, c'est une grande vision. Mais il faut comprendre qu'avec le peu de moyens que nous avons, nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes au même moment. Ça, vous le dites aux combattants qui vous suivent. Mais oui, mais ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Même le maïs ici qu'on mange, si vous jetez la graine le matin, rassurez-vous que ce n'est pas à midi que vous allez récolter. Donc il y aura nécessairement un temps pour que ce maïs puisse pousser, pour que ce maïs puisse être consommé. Mais ce qui est plus important, c'est la volonté de commencer par mettre le maïs sous la terre. C'est ce qui est plus important. Et c'est ce que Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui. Lui, il a dit que je mettrai l'homme congolais au centre de ma politique. Et c'est ce qu'il fait. Il n'a pas de carré minier. Il ne fait pas la course aux millions et aux milliards. Il n'en a pas besoin. Il est comme notre papa était Tshisekedi. Il peut manger l'ingilou. Il prend sa petite bouteille de midi, il boit, il dort, il mange le chomba chakabiola. C'est fini. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Le développement est une question qui intéresse tous les Congolais parce que le Congolais a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, nous croyons qu'il est l'heure que chacun de nous puisse trouver ce qu'il lui faut pour sa survie. Et pourquoi parler de la survie? Nous devons vivre. Le Congolais doit arrêter de survivre pour vivre. Nous étions heureux de recevoir sur ce plateau M. Paul Tshilumbu, qui est le porte-parole de l'UDPS. Il est député national, il est professeur et nous croyons que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Congo Market TV et aussi de liker notre page Facebook Congo Market TV, Congo en majuscule, Market M majuscule, le reste en minuscule et TV en majuscule. Merci beaucoup, que la paix ne vous quitte pas.